Imaginez-vous vivre dans un pays qui vous appartient, mais où vous n'avez aucun pouvoir. Alors, l'Inde du XXe siècle, c'est un peu ça. Malgré une volonté croissante d'indépendance, l'Inde est restée sous domination britannique. Mais pourquoi ? Pourquoi l'Inde est restée sous domination britannique alors que celle-ci était en difficulté lors des guerres mondiales et qu'elle avait l'occasion de devenir indépendante bien avant 1947 ? Les deux guerres mondiales ont bouleversé le monde et accéléré la décolonisation de nombreux pays, mais l'Inde, malgré son engagement dans ces conflits, aux côtés de la Grande-Bretagne, n'a pas saisi cette opportunité d'accéder à l'indépendance. Nous allons voir ici les tenants et les aboutissants qui vont faire que l'Inde a décidé de rester dépendante de la Grande-Bretagne alors qu'elle aurait pu accéder à son indépendance. Alors pour comprendre cette histoire de décolonisation des Indes britanniques, on va retourner sur cette question, à savoir pourquoi l'Inde, qui est un territoire aussi puissant et aussi grand, est passée sous domination britannique. Alors, la domination britannique en Inde, qui s'est étendue sur près de 2 siècles, a laissé des marques sur le sous-continent. Initiée par la Compagnie britannique des Indes orientales, cette présence coloniale s'est progressivement transformée en un véritable empire, culminant avec le Raj britannique. Les motivations économiques, notamment le commerce des épices et des textiles, ont initialement guidé les Britanniques vers l'Inde. Cependant, la soif de profit et le désir de contrôler les ressources de ce vaste territoire ont rapidement pris le dessus. Donc en fait, pour faire simple, les Anglais ont vu qu'ils pouvaient se faire du pognon sur ce territoire, et ils se sont dit, tout simplement, on va diriger le territoire, au lieu de faire du commerce avec celui-ci. L'instauration d'un système colonial a profondément bouleversé les structures sociales, politiques et économiques de l'Inde. Les Britanniques ont imposé leur culture, leur langue et leurs institutions, marginalisant les traditions locales et les systèmes de gouvernance indigènes. L'économie indienne a été réorientée vers les besoins de la métropole au détriment des intérêts de la population locale. La production agricole a été intensivement exploitée pour alimenter les industries britanniques et les marchés mondiaux, souvent au détriment de l'autosuffisance alimentaire des villages. Également, les famines récurrentes ont frappé l'Inde au XIXe siècle, ce qui illustre tragiquement les conséquences de ces politiques. Un petit peu à la manière de l'Angleterre et de l'Irlande, l'Angleterre et l'Inde, l'Angleterre n'est là que pour faire du profit et n'a pas de revendications sociales envers les populations locales. Donc ces catastrophes humanitaires, loin d'être des phénomènes naturels inévitables, ont été exacerbées par les choix économiques et politiques des autorités coloniales. La priorité, donc, donnée aux exportations, associée à une administration souvent indifférente aux souffrances des populations locales, a contribué à transformer ces crises en véritables génocides par la faim. Les conséquences à long terme de la domination britannique sont multiples et complexes. L'Inde a hérité d'un système éducatif, d'un système juridique et d'une infrastructure de transport calquée sur le modèle britannique. Ces héritages ont certes apporté des avancées en matière de modernisation, mais ont aussi contribué à éroder les identités locales et à renforcer les inégalités sociales. De plus, les divisions administratives et religieuses artificiellement créées par les Britanniques ont laissé des séquelles durables et ont contribué à fragiliser l'unité nationale. Vous connaissez cette célèbre expression « diviser pour mieux régner ». Passons au XXe siècle et aux étapes d'indépendance. Alors bien sûr, la question de l'absence de révolte généralisée des Indiens contre les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale est complexe et repose sur beaucoup de facteurs, notamment politiques, stratégiques aussi également. Donc, parmi ces facteurs, il y a un contexte historique et une progression vers l'indépendance. Donc, dans les années 30, il était largement admis, même au sein des élites britanniques, que l'indépendance de l'Inde était une question de temps. Cette perception apaisait les tensions, car les leaders indiens voyaient l'objectif d'autonomie se rapprocher progressivement. Donc, en fait, ce que faisaient les Britanniques, c'est qu'ils laissaient un petit peu couler, ils laissaient espérer aux élites indiennes pour qu'elles espèrent et qu'elles se disent que cette indépendance se fera par la non-violence, au lieu de se faire par des guerres ou des sécessions. Il y a également des mesures comme le gouvernement of India
Act de 1935 qui avait déjà commencé à introduire une certaine autonomie régionale, offrant une illusion de participation à la gouvernance aux Indiens. Ensuite, il y a un célèbre Gandhi. Bon, lui, je vous en reparlerai, vous devez pas le connaître, j'imagine. Et le mouvement pour l'indépendance privilégiait une approche non violente. Cette stratégie, axée sur la désobéissance civile et les grèves, sapait l'autorité britannique, tout en évitant des conflits armés directs. Les campagnes de Gandhi, il faut le savoir, relayées dans les médias occidentaux, changeaient l'opinion publique mondiale, en particulier au Royaume-Uni, où de plus en plus d'électeurs remettaient en question la légitimité de la domination coloniale. Également, l'Inde était loin d'être une nation unie en termes d'objectifs politiques. Il y avait toujours cette forme de division. Les divergences contre le Congrès national indien, qui réclamait l'indépendance, et la Ligue musulmane, préoccupée par la création du Pakistan, divisaient les efforts révolutionnaires. Donc une fois de plus, il y avait ceux qui voulaient être indépendants, donc ceux qui voulaient créer le Pakistan, à savoir les musulmans, et ceux qui étaient représentés sous les Indiens de Gandhi, qui voulaient unir l'Inde et le Pakistan. Également, une partie des Indiens, notamment dans les classes aisées et les classes supérieures, voyaient dans la domination britannique un certain maintien de l'ordre et des avantages économiques freinant toute volonté de révolte. En fait, cette caste avait peur que lorsque l'indépendance arrive, soit sous-coté ou soit mis de côté, tout simplement. Et donc cette caste, avec cette crainte, souhaitait que les Britanniques restent au pouvoir le plus longtemps possible. Le temps que cette caste puisse avoir le pouvoir, tout simplement. Également, il y avait un focus sur un ennemi commun. Pendant les guerres, les Britanniques représentaient une force alliée contre les puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Beaucoup d'Indiens pensaient que soutenir les Alliés était préférable pour garantir leur sécurité et leurs intérêts à long terme. En fait, pour comprendre cette situation, il faut revoir les documentaires sur les volontaires oubliés. En fait, lors de la Seconde Guerre mondiale, et même la Première, il y avait un ennemi que craignaient les Indiens, à savoir les Japonais. Donc les Japonais, déjà en 1905, avaient vaincu la Russie, et donc les Japonais étaient déjà une puissance sur le territoire. En plus, ils faisaient partie des pays qui n'avaient jamais été colonisés par les Occidentaux, contrairement à l'Asie du Sud-Est, même la Chine. Et donc les Japonais étaient très puissants, et les Indiens craignaient les Japonais. Ils le disaient, ils le déclaraient. Pour eux, il s'agissait de savoir quel oppresseur était le pire. À l'époque, il était clair que les Japonais étaient plus oppressifs que les Britanniques. Donc la question de l'indépendance de l'Inde devait attendre que le plus grand oppresseur, à savoir les Japonais, soit vaincu. Et ensuite, une fois vaincu, on pourrait traiter ensemble d'une certaine indépendance. Mais les Britanniques étaient bien moins craints, étaient beaucoup plus appréciés, puisqu'ils étaient beaucoup moins dangereux, ou du moins considérés comme beaucoup moins dangereux que les Japonais de l'époque. On fera d'ailleurs une vidéo, si cela vous intéresse, sur les prisonniers indo-chinois des Japonais. C'était une époque très virile, on va dire cela comme ça. Ajoutez à cela que l'armée indienne comptait sur plus de 2 millions de soldats sous les drapeaux britanniques. Cette vaste mobilisation militaire limitait la possibilité de soulèvement, car ces soldats jouaient un rôle actif dans l'effort de guerre. Donc ils étaient décorés et ils étaient représentés en fait au niveau britannique. Bien évidemment, les Indiens avaient un objectif, récupérer ces soldats afin qu'ils forment des milices au niveau indien pour qu'il y ait, dans le cas où que les Britanniques ne veuillent pas d'indépendance de l'Inde, pour qu'il y ait une sécession aidée par ces militaires. Les Britanniques réprimaient durement toute tentative de soulèvement, comme celle de Subha Chandra Bose et de l'Indian National Army qui cherchaient à collaborer avec le Japon. Il y avait toujours des partis qui se faisaient la guerre dans l'Inde et qui souhaitaient diriger le territoire. Également, beaucoup de leaders indiens pensaient qu'il était inutile de se battre alors que les Britanniques étaient déjà affaiblis par la guerre. Ils préféraient attendre que la guerre s'achève pour négocier une indépendance avec le Royaume-Uni qui sera à ce moment-là épuisé. Pendant la guerre, les Britanniques avaient promis d'accorder une autonomie accrue après la fin du conflit, renforçant l'idée de la patience et de la diplomatie, elle qui serait plus efficace qu'une révolte. Malgré tout, il y avait des mouvements de résistance.
Je pense par exemple, si je me rappelle bien, au Quit India Movement, lancé par le Congrès national indien. Ce mouvement appela les Britanniques à quitter immédiatement l'Inde. Il fut sévèrement réprimé, mais montre que la volonté d'indépendance restait vive. Il y avait également l'Indian National Army, INA, dirigée par Subhash Chandra Bose. Cette armée cherchait à obtenir l'indépendance par la force, en collaborant avec les Japonais, bien que ces efforts ne furent pas couronnés de succès. Passons à un acteur britannique que vous ne devez sûrement pas connaître, à savoir Winston Churchill. Je vous en parlerai si vous le souhaitez. Donc, l'attitude de Winston Churchill envers l'Inde avait une sorte de mythe de son rôle dans les années 30. Churchill, l'un des personnages les plus emblématiques du XXe siècle, est souvent célébré au Royaume-Uni pour son leadership durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, sa position sur l'Inde, son rôle dans la politique des années 30, présentait une facette bien plus contestable. Contrairement à l'image du visionnaire ostracisé pour avoir anticipé la montée du fascisme, Churchill fut marginalisé principalement en raison de ses discours racistes et de son opposition virulente à l'indépendance indienne. Churchill appartenait à l'aile droite pro-empire du Parti conservateur britannique. Sa vision de l'empire britannique était profondément enracinée dans une idéologie de supériorité raciale. Bon, ça c'était l'idée de Churchill à cette époque. Il n'hésitait d'ailleurs pas à l'exprimer publiquement. Il le mettait en avant. Il considérait les Indiens comme incapables de se gouverner eux-mêmes et il voyait l'Inde comme un pilier essentiel de la grandeur britannique. Sa célèbre opposition au gouvernement of India Act de 1935, qui accordait une autonomie limitée à l'Inde, reposait sur sa crainte qu'une telle mesure affaiblisse l'empire britannique sur le sous-continent asiatique. Il y avait également le fait que Churchill, qui ne fut pas écarté de la politique dans les années 30 à cause de son opposition au nazisme, mais en grande partie parce que ses positions sur l'Inde et d'autres questions impériales le rendaient obsolète dans un monde en mutation. En fait, l'élite politique britannique, y compris donc des conservateurs influents, acceptait de plus en plus l'idée de l'indépendance de l'Inde, qui était inévitable. Donc son refus de Churchill de s'adapter à cette réalité l'isola politiquement, bien avant qu'il ne devienne une figure centrale dans la lutte contre Hitler. Retournons à Gandhi si vous voulez bien, les relations entre Gandhi et Churchill. Donc si Churchill représentait un attachement rigide à l'Empire, Gandhi, lui, en revanche, incarnait une vision morale et pragmatique du combat pour l'indépendance de l'Inde. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Inde se trouve à un carrefour crucial. Devait-elle soutenir les Alliés, se rebeller contre les Britanniques ou tenter une neutralité stratégique ? Sous la direction de Gandhi et du Congrès national indien, l'Inde fit le choix de ne pas mener une révolte généralisée contre les Britanniques. Il y avait une éthique de Gandhi, donc pas d'indépendance sur les centres de la Grande-Bretagne. Gandhi s'opposait à l'idée que l'indépendance de l'Inde puisse naître de l'effondrement ou de la destruction des puissances alliées. Sa philosophie de non-violence et son engagement moral l'incitaient à considérer la guerre non pas comme une opportunité, mais comme une tragédie. Il ne voulait pas que l'Inde se compromette en exploitant une situation de faiblesse britannique. Il y avait aussi le choix des alliés comme partenaires. Donc Gandhi et d'autres leaders indiens jugeaient la démocratie occidentale, bien qu'ils la jugeaient imparfaite, comme des partenaires bien plus acceptables pour un monde d'après-guerre que les puissances de l'Axe. L'idéologie fasciste, promue par l'Allemagne et l'Italie, et l'expansionnisme militaire du Japon, représentaient une menace bien plus grande pour les valeurs d'autonomie et de liberté que la domination britannique. Ce choix stratégique plaçait l'Inde du côté des Alliés, même si cela impliquait de retarder l'indépendance. Il y avait également l'évaluation réaliste de Gandhi et d'autres dirigeants indiens, qui penchaient en faveur d'une victoire alliée. Le Royaume-Uni, bien qu'affaibli, restait une puissance centrale dans la coalition alliée. Miser sur une victoire de l'Axe aurait non seulement mis en péril l'avenir de l'Inde, mais aurait également risqué de l'associer à un régime mondial oppressif. C'était un choix stratégique qui a été validé par l'histoire. Après, avec le recul, le choix stratégique de l'Inde de ne pas se rebeller massivement contre les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale a été justifié pour plusieurs raisons. Notamment, après la guerre, le Royaume-Uni affaibli économiquement et militairement fut incapable de maintenir son empire colonial. L'Inde obtint son indépendance en 1947, principalement grâce à des négociations politiques et à la pression constante de mouvements de désobéissance. Ajoutez à cela le rôle des forces indiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant la guerre, l'Inde joua un rôle essentiel dans l'effort militaire britannique. Plus de 2,5 millions de soldats indiens servirent dans l'armée britannique, faisant de cette contribution l'une des plus importantes de toutes les colonies. Les soldats indiens combattirent sur divers fronts, notamment en Afrique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Cette participation, bien que sous le drapeau britannique, renforça le sentiment national en Inde, car beaucoup de soldats réalisèrent qu'ils se battaient pour une nation qui ne leur offrait pas encore la liberté. Également, l'effort de guerre impose des sacrifices énormes à l'Inde. L'extraction des ressources pour soutenir la guerre provoque des famines, notamment la grande famine de Bengale de 1943, où des millions de personnes moururent. Cet événement alimenta un fort ressentiment croissant envers la domination britannique, même si une rébellion majeure ne se produisa pas. Il y avait également le défi de l'unité nationale. L'Inde des années 40 n'était pas unifiée, loin de là, ni politiquement ni religieusement. Les tensions entre hindous et musulmans étaient croissantes, exacerbées par les politiques britanniques qui cherchaient à diviser. L'Inde n'était pas un État unifié, mais un patchwork de provinces sous contrôle britannique direct et d'États princiers. Nombreux furent les princes qui étaient loyaux envers la couronne britannique, craignant de perdre leurs privilèges dans une Inde indépendante. On comprend ici l'absence d'une révolte généralisée des Indiens contre les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale et même la Première reflète une convergence unique de stratégies, de circonstances historiques, de leadership moral et de pragmatisme politique. Cette période cruciale de l'histoire indienne révèle une nation en quête de son indépendance, naviguant habilement entre les dilemmes ethniques, des impératifs stratégiques et une réalité géopolitique complexe. D'un côté, les figures emblématiques comme Gandhi incarnent une vision profondément éthique et philosophique, où la non-violence n'était non seulement un moyen, mais un message au monde. Gandhi croyait fermement que l'indépendance de l'Inde devait être obtenue sans sacrifier ses principes fondamentaux d'humanité et de justice. De l'autre, des réalités pratiques imposaient une patience stratégique, le coût humain et économique de la guerre, combiné à l'affaiblissement de l'Empire britannique, signifiait qu'une révolte armée risquait d'être non seulement inutile, mais aussi destructrice. Les divisions internes au sein de l'Inde, notamment entre hindous et musulmans, rendaient improbable une rébellion unifiée. Parallèlement, la participation massive de soldats indiens à l'effort de guerre britannique renforça le sentiment nationaliste, tout en montrant que l'Inde avait déjà un rôle majeur dans les défis du futur. Enfin, le contexte mondial joua un rôle déterminant. La Seconde Guerre mondiale marqua un tournant dans l'histoire du colonialisme. Alors que le Royaume-Uni sortait de la guerre, même en tant que vainqueur, mais affaibli, la montée des États-Unis et de l'Union soviétique, deux puissances opposées au colonialisme, créa une pression internationale irréversible. Dans ce contexte, l'indépendance de l'Inde n'était plus qu'une question de temps. Les Britanniques eux-mêmes, bien que réticents, comprirent qu'ils ne pouvaient plus maintenir leur contrôle sur le sous-continent sans payer un prix insoutenable. Avec le recul, cette approche équilibrée et multifactorielle de l'Inde apparaît comme une décision magistrale. En refusant de plonger dans le chaos d'une guerre civile ou de s'allier avec des régimes totalitaires, l'Inde parvint à obtenir son indépendance avec une certaine dignité. L'histoire de l'Inde pendant la Seconde Guerre mondiale montre que la véritable puissance ne réside pas uniquement dans les armes ou la violence, mais dans la capacité à s'adapter, à rester fidèle à ses principes et à anticiper les changements inévitables du monde. En fin de compte, on peut le dire, cette époque de l'histoire indienne ne fut pas marquée par une révolte spectaculaire, mais par une révolution silencieuse, dans l'écho continu de résonner dans les mouvements pour la liberté et l'équité à travers le monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pensez à aimer, à partager, à commenter, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.